Merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie du 14-15 de Radio J. Tout de suite, c'est l'heure du grand entretien. Bonjour Amin Param. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes écrivain spécialiste de l'Iran. Vous êtes notamment l'auteur du livre Iran-Israël, jeu de guerre, paru chez Do Éditions. Amin Param, j'en ai dit un mot tout à l'heure dans les principaux titres du journal. Mike Pompeo doit prendre la parole dans quelques heures à Washington. Que faut-il attendre de ce discours du secrétaire d'État américain consacré à l'Iran et à ses relations visiblement avec l'organisation terroriste Al-Qaïda? Écoutez, on verra bien ce que Mike Pompeo va dire peu de temps avant de remettre les clés du département d'État à son successeur. Mais ce qui est clair, ce que l'on lit dans la presse aujourd'hui, c'est que il s'agit de révéler des informations sur la relation entre l'Iran, le régime chiite en Iran et Al-Qaïda, d'obédience sunnite. Certains parlent d'alliances contre nature, d'autres rejettent ces informations. Ce qui est clair, c'est que le nommé Al-Masri, l'Égyptien, le numéro 2 d'Al-Qaïda, le numéro 2 d'Al-Qaïda, a bien été la cible d'un assassinat le 7 août dernier dans un quartier très sécurisé en plein cœur de Téhéran, quartier qui, selon d'autres informations, était également utilisé en son temps pour héberger un certain Imad Moukhni, le Libanais, chef des opérations du Hezbollah libanais, et le nommé Al-Mohandes, ou l'ingénieur, qui lui aussi a été la cible d'un assassinat il y a un an aux côtés de Qassem Soleimani. Ces deux-là, le Libanais et l'Irakien... L'ancien chef de la force Al-Quds des gardiens de la Révolution. Exactement. Et ces deux-là, Imad Moukhni, le Libanais, et l'ingénieur Al-Mohandes irakien, qui était à la tête des milices chiites en Irak, était donc hébergé dans ce même quartier où a été assassiné l'Égyptien appelé Al-Masri. Donc ça, c'est un fait. Maintenant, pour ce qui est de ceux qui rejettent ces informations, il faut leur rappeler, sur la base de l'argumentation que les uns sont chiites, les autres sont sunnites, donc ils ne peuvent pas s'allier, il faut leur rappeler quand même que l'alliance franco-turque au début du XVIe siècle entre François Ier et Soleiman le Magnifique, l'Ottoman, est qualifiée d'alliance impie en son temps, parce que contre nature d'un point de vue idéologique, et qui était dirigée contre les Habsbourg, était, avant Machiavel, avant Richelieu et sa raison d'État, avant Bismarck et sa réalpolitik, était un cas similaire que nous désignons aujourd'hui sous ce concept de réalpolitik. Et nous avons également de ce type d'alliance au XXe siècle, ça c'est plus proche de nous et vous le savez très bien, l'alliance entre un capitalisme occidental d'obédience libérale et anglo-saxonne avec un communisme de type nationaliste, stalinien, dirigé contre un ennemi commun qui était le national-socialisme allemand, racial. Pour revenir à aujourd'hui, Amin Param, quel est l'intérêt rationnel, pragmatique des dirigeants de la République islamique, non seulement peut-être de s'allier avec une partie de la direction d'Al-Qaïda, mais d'accueillir en ces terres un des principaux membres, en l'occurrence Al-Masri, de l'organisation terroriste? Cela leur donne un levier de pouvoir sur ces organisations, d'accueillir, d'avoir sur leur territoire le numéro 2 d'Al-Qaïda et sa fille, qui était l'épouse d'un des fils Ben Laden. Cela leur donne évidemment un levier de pouvoir considérable. Cela leur donne un moyen pour les renseignements du régime de surveiller les contacts, de mettre sous écoute et de mieux connaître la structure d'Al-Qaïda pour pouvoir mieux s'en servir le moment venu.
Ils font la même chose également, évidemment, avec les milices d'obédience chiites, que ce soit au Yémen, en Mésopotamie, au Levant ou ailleurs. Ils font la même chose avec les talibans, n'oubliez pas, il faut également mentionner les talibans. En Afghanistan. Donc, ce sont tout ça, il faut comprendre tout ça dans le cadre, je le répète, de la réelle politique, ou de la raison d'État, si vous voulez. Et ce sont des instruments, des leviers qui permettent au régime iranien, en se servant de parvenir à des objectifs tactiques dans un cadre plus large, plus stratégique, qui est la lutte que mène depuis 42 ans ce régime contre le camp occidental et contre les États-Unis d'Amérique, une lutte qui est de nature idéologique. Qui est de nature idéologique et qui avait été si bien, si vous voulez, prédite et analysée par Raymond Aron peu avant sa mort. Merci beaucoup, Ramin Parham, d'avoir été mon invité cet après-midi dans ce 14-15. Je rappelle le titre de l'un de vos livres, Iran-Israël, jeu de guerre, paru chez Do Éditions. Votre interview est à retrouver sur notre site radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Bel après-midi à vous et à bientôt sur Radio J. Merci, Steph.